Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, Les Pionniers épisode 1, c'est parti. Ils s'appellent De Bureau, Latou, Richardson, Gardan ou encore Stocklin. Sans eux, le handball serait toujours ce sport relégué aux cours d'école. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'incroyable histoire des bronzés. En 1992, à Barcelone, une équipe de Joyeux Blond remporte la première médaille olympique du handball français. Mais aucun parieur n'aurait misé un centime sur cette équipe quelques années auparavant. Cette histoire débute en 1985. Le handball en 1985, il essaie de sortir des nimbes dans lesquels il végétait depuis pas mal d'années. C'était un handball amateur, complètement amateur. C'est un sport universitaire et scolaire où tout le monde a participé grosso modo à l'école, voire à l'université, et encadré par beaucoup de profs de gym dans les clubs et uniquement des profs de gym qui étaient entraîneurs. Et on s'entraînait 2 fois par jour. Donc en général, on s'entraînait le mardi et le jeudi, et en ayant un match le week-end. Donc ça s'arrêtait à ça. Et pour les clubs qui s'entraînaient un petit peu plus, c'était assez exceptionnel. À cette époque, le handball français survit tant bien que mal. Son équipe nationale vient d'être reléguée en 3e division mondiale, une lutte au sein de la fédération fait rage, et un nouvel entraîneur est nommé avec une idée révolutionnaire pour l'époque, professionnaliser l'équipe de France. Philippe De Bureau a 25 ans, il a connu quelques sélections jusque-là sans vraiment pouvoir montrer son potentiel. Il a pleinement profité de l'arrivée de Daniel Costantini pour ne plus jamais quitter cette équipe. Ce qui s'est passé effectivement, donc l'équipe de France, donc suite à des mauvais résultats que l'équipe en place, donc est redescendue dans le mondial C. Donc c'était un peu catastrophique parce qu'on a quand même des joueurs donc de qualité. Donc c'était un petit peu, il y avait, on peut le dire, il y avait une pseudo-mainmise, je veux dire, de clubs parisiens et sur le handball français. Et suite à ces mauvais résultats, donc il y a une cassure, voilà. Et puis on a fait confiance à une équipe, je dirais, du sud, de province. Donc avec l'arrivée donc de Daniel Costantini, donc qui a repris les rênes donc en 1985, voilà, pour repartir à zéro et reconstituer une équipe en se fixant des objectifs, mais en ouvrant vraiment le groupe. Daniel Costantini, le provincial, débarque à Paris. Il tente de changer les mentalités, mais il n'est pas seul dans cette histoire. Un autre acteur important se bat pour changer le handball hexagonal, Maurice Matteoni, le représentant des clubs auprès de la fédération, et surtout, c'est un ancien compère de Daniel Costantini. Notre objectif, c'était de faire grimper l'équipe de France dans le groupe A, et donc avec l'idée folle de mener d'avoir une médaille à Barcelone. Donc le président de la fédération de l'époque, Jean-Pierre Lacou, a nommé Daniel Costantini comme sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France, avec un objectif très élevé. Et là, Ferrignac, qui était DTN à l'époque, imagine, suivant l'exemple du volley, un plan avec prise en charge par la fédération d'un groupe d'internationaux et avec objectif pour Daniel de les mener au plus haut niveau de façon à intégrer le groupe A et viser une qualification olympique. Bon, à l'époque, donc on comprenait pas bien le truc, sauf que quand on a compris qu'ils allaient sortir les joueurs du championnat de France, là on n'a pas été d'accord. Et moi j'avais dit, je ne veux pas d'un conflit avec la Fédé. Il y avait, dans tous les autres sports, il y a des conflits club-fédé, en particulier liés à l'utilisation des joueurs pour l'équipe nationale. Et moi je ne voulais pas créer un problème entre les clubs et la Fédé. C'est-à-dire que je voulais qu'on marche la main dans la main et que l'équipe de France tire l'ensemble du handball vers le haut. Alors, faut pas se cacher que ça a été très chaotique. Daniel, quand il récupérait les joueurs, il disait, il me faut pratiquement 2 mois pour les mettre à niveau physiquement.
En fait, les compétitions internationales étaient sur un niveau tel que quand les joueurs sortaient du championnat de France, ils n'étaient pas au niveau international. Donc il n'y avait qu'une solution, c'était de faire progresser les clubs au fur et à mesure, rendre plus performant le championnat de France et augmenter les doses d'entraînement. Donc augmenter les doses d'entraînement, ça équivalait quasiment à professionnaliser des joueurs. On était vraiment dans une politique d'ouverture, voilà, peut-être et sur différents clubs, des clubs auxquels on pensait pas forcément, mais où il y avait des petites pépites peut-être. Mais en tout cas, c'était quelque chose de nouveau, puis qui était accepté, qui était très agréable parce que on repartait sur de nouvelles bases. Donc on a eu un programme, donc il a pas mal travaillé donc sur tout ce qui était conditions physiques. Il voulait voir un petit peu, je veux dire, là où en étaient certains joueurs. Ça n'a pas été simple, ça n'a jamais été simple. Et Daniel Constantino s'est toujours beaucoup entraîné, et ce que nous n'avions pas l'habitude en fait. Voilà. Mais c'était bon enfant et c'était vraiment dans un bon esprit. Donc il y a eu plusieurs rassemblements où forcément, en partant sur un groupe de 35 au départ, le groupe a été réduit au fur et à mesure. Et puis pour garder une ossature, je veux dire, donc un groupe, on était je crois une vingtaine après. Et comme vous le savez, après nous étions à l'époque sur un groupe de 16. Et en parallèle, il fallait trouver, je veux dire, un arrangement entre club et fédération, voilà, pour qu'on puisse s'entraîner les internationaux le plus possible et que les clubs puissent nous libérer. Donc on était même au départ de mémoire, on était légèrement indemnisés, on touchait un petit montant journalier lorsqu'on partait en équipe nationale. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été simple, même si les clubs ont bien compris qu'il fallait jouer le jeu si on voulait que le handball français passe un cap, et ça n'a jamais été évident. Et la première pierre de cet édifice est posée le 16 février 1986. Ce jour-là, l'équipe de France remporte à Lisbonne les championnats du monde C, dans le plus total anonymat ou presque. Mais qu'importe, Daniel Constantini tient son cap, et les différends entre la fédération et les clubs ne vont que s'accentuer. Daniel, il n'avait pas confiance dans les autres présidents. Je pense qu'il n'a jamais douté de ma sincérité, de la sincérité de mon engagement et des propos que je lui tenais. Par contre, il accordait qu'une confiance mitigée à d'autres présidents. On ne va pas chercher qui ni pourquoi. Et moi, je lui disais, je te promets... Alors, moi, je lui ai demandé une chose. Moi, je m'occupe des présidents, toi, occupe-toi des entraîneurs. Parce que, en fait, les présidents, là pour présider, on n'est pas là pour entraîner. Donc, les responsables du niveau technique de l'équipe, c'est pas les présidents, c'est les entraîneurs. Et j'avais demandé aux autres présidents de professionnaliser leurs entraîneurs. Alors c'était vachement difficile parce qu'ils voulaient pas lâcher leur propre pour l'ombre. Le handball était quand même pas encore porteur comme il l'est maintenant. Et souvent, les entraîneurs étaient des cadres techniques. Donc ils n'allaient pas lâcher leur place dans la fonction publique pour aller entraîner un club dont ils ne savaient pas si, dans un sport dont on ne savait pas si on allait ou pas réussir à crever le plafond pour arriver à une notoriété qu'on a aujourd'hui. On a réussi, en partie. Bon, on va pas s'attribuer tous les mérites parce que bon, mais il y avait deux paramètres, c'était le paramètre structure des clubs et le paramètre entraînement, et ça c'était Daniel avec les joueurs et avec les autres entraîneurs. Alors en 87, donc c'est pareil, donc on commence à s'entraîner beaucoup plus au niveau d'équipe nationale, hein, plus on avance et plus les rassemblements sont fréquents, voilà. Et c'est pas simple toujours, j'en reviens toujours au niveau des clubs, mais en tout cas on arrive à trouver une certaine ossature, un noyau de joueurs qui forment, je veux dire, le noyau de l'équipe de France, voilà. Il y avait encore quelques anciens qui, avec le temps, ont perdu son parti, voilà, parce que se reconnaissaient plus non plus dans, je dirais, un petit peu dans le handball moderne, quoi, où il fallait beaucoup plus s'investir, quand je dirais se faire mal, voilà. Mais en fait, la transition s'est bien passée, mais Daniel Constantini a toujours laissé, en fait, effectivement, je vous le disais, on était un groupe de 16 sur les mondiaux, etc. Mais en tout cas, il a toujours, après chaque échéance, il a toujours ouvert le groupe pour que des nouvelles personnes puissent intégrer le groupe. Après un mondial en Italie mitigé, un petit nouveau fait son arrivée. Son nom, Denis Latou.
Voilà, j'arrive à la fin de cette année-là, à la fin de l'année 87, où il y a un renouvellement des joueurs. Et de là, il y a 8 joueurs de notre génération qui ont incorporé l'équipe de France A. Donc, il s'est appuyé sur la majorité de notre génération avec des compléments, je dirais, de ceux qui étaient nés en 59, 60, 61, comme Alain Porte de Bureau et Médard, et puis des 63, 64 qui étaient comme Thierry Perreux, Pascal Mahé et Philippe Gardan. Et le reste de l'équipe de France, à partir de ce moment-là, ça a été toute la génération des 66-67, voilà. Nous sommes en 1989, le process est en marche, et encore plus en ce mois de février. Mondial 89 en France, on est chez nous, hein, c'est toujours pareil, hein, voilà. Donc on veut montrer ce que l'on vaut, voilà. Et puis on avait quand même un public, hein, on avait un public derrière nous. On a commencé le mondial, la première phase sur Grenoble, pour ensuite rejoindre Marseille et pour que les finales avaient lieu sur Paris. Hein. Donc on avait vraiment, je veux dire, un public qui était derrière nous, et ça c'était très important. Et on voulait surtout prouver et montrer, je veux dire, que le handball français existait, et surtout, je veux dire, avoir des très bons résultats, je veux dire, des très bons résultats en France. On n'avait pas la prétention de gagner le mondial B, mais on avait la prétention de peut-être aller dans le dernier carré. Parce que c'était en France et qu'on était galvanisé par un événement de pouvoir le jouer chez nous, ce qui était tout nouveau pour tous les joueurs de cette génération, hein, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, ils n'avaient jamais fait de mondial en France. Donc c'était un événement, c'était aussi le développement du handball qui commençait parce que c'était quelque chose en France, qu'on allait jouer à Bercy, qu'on allait jouer dans des grandes salles comme le Palais des Sports de Grenoble, voilà. Donc il y avait une attente d'une part de la fédération et d'une part de nous-mêmes aussi pour pouvoir aller accéder et jouer dans la cour des grands dans le mondial A. La cour des grands, cette équipe a l'occasion de l'intégrer. Elle va valider ou pas les 4 années de travail précédentes dans un match à quitte ou double face aux Danois. Le match contre le Danemark, c'est le match coup près, quoi. Soit ça passe, soit ça casse, parce que si on perd, on est éliminé, si on gagne, on est qualifié. C'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'était un match, je veux dire, décisif. C'était un match avec une grosse tension, avec une grosse pression qu'il fallait gérer, une grosse attente de la part des supporters qui nous avaient poussé un maximum dans ce magnifique Palais des Sports de Marseille. Et je me souviens qu'il y avait une ambiance terrible et que ça s'est joué sur rien du tout, quoi. Je veux dire, il y a un passage en force à la fin du match qui est sifflé. Il y aurait très bien pu avoir penalty en faveur des Danois, et il y a eu passage en force en faveur des Français. Et voilà, et ça fait basculer le match. Alors ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, mais comme on dit, les détails font les grandes équipes. Et voilà, et c'est parti de là. Si ça n'avait pas été en France, on serait peut-être pas qualifié et on n'aurait peut-être pas le palmarès qu'on a aujourd'hui. Je sais pas. Et on a prouvé sur ce match qu'on était capable de battre en tout cas n'importe quelle équipe, parce que l'équipe de Danemark à l'époque c'était vraiment une référence, voilà. Et surtout ça nous permettait de nous qualifier en battant l'équipe de Danemark pour le championnat du monde A, voilà, ce qui était exceptionnel, voilà. Le podium attendra. La France termine 5e de sa compétition, elle composte son billet pour les championnats du monde en Tchécoslovaquie et entrevoit enfin le soleil de Barcelone. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'était la première fois que l'équipe de France qualifiait pour les championnats du monde A. Hein. Donc, on avait vraiment un manque d'expérience de ce niveau. Donc, on était capable effectivement de faire un gros match sur une équipe, et puis le lendemain, c'était un petit peu, je peux pas dire le problème français, mais le lendemain, je veux dire d'être battu par une équipe à la limite qui était pas forcément très bonne, dont on aurait pu gagner, mais c'était. Parce que comme je dis, c'est le début. Donc on gagnait, on perdait, donc il fallait aussi s'arriver à se situer. Je me suis un petit peu embrouillé avec Daniel Costantini qui m'a écarté de l'équipe de France. Et donc en janvier 90, j'ai été mis au frigo. Je dis au frigo parce que ça a duré 2 ans et pas au placard. Au placard c'est 1 année, au frigo pour moi c'est 2 ans. Donc voilà, j'en rigole aujourd'hui. Et donc il est arrivé Stocklin et Richardson et il a sorti Latou et Munier de l'équipe de France à ce moment-là, et donc j'ai pas fait le mondial en Tchécoslovaquie. Daniel Constantini s'adaptait par rapport au potentiel de ses joueurs. Et quand il a vu, je veux dire, le Jackson Richardson, il s'est dit tiens, ce type de joueur, je peux le faire jouer de telle façon. Comme vous savez, c'était un joueur atypique, voilà.
et il a profité de ça. On a profité donc des qualités donc de Jackson Richardson pour jouer un autre handball, pour jouer autrement. Et ça, c'était effectivement très intéressant. Ces championnats du monde sont compliqués pour les Français. À chaque match, la chance de voir Barcelone s'amenuit. Il ne leur reste qu'une seule opportunité, terminer 9e en battant l'Islande. On n'avait jamais joué un match aussitôt le matin. On sait qu'il faut quand même un certain réveil musculaire pour pouvoir être opérationnel, etc. Je peux vous dire que moi, je pense avoir peu dormi cette nuit-là. Voilà, de mémoire. Je pense que les copains, c'était un peu pareil. C'était un match particulier. Mais on savait que l'issue du résultat de ce match était plus qu'important. Parce que ça nous permettait, si on gagnait, de avoir notre ticket pour Barcelone. Donc là aussi, c'était encore une première pour le handball français. Et par contre, sur ce match, on est arrivé, mais d'une façon, je veux dire, extrêmement impliqué. Donc on a suivi les consignes de A à Z de Daniel. Et on a fait un match, même pour ma part, moi, je me souviens, j'avais fait un match, un très beau match. Voilà, j'étais pas le seul, bien sûr, c'est l'équipe. Mais j'étais hyper concentré, etc. Et dans ma tête, on pouvait que passer, quoi, je veux dire. Enfin, en tout cas, on avait que cette envie-là de gagner ce match et pouvoir se qualifier pour les JO de Barcelone. Score final 29-23, les tricolores exultent. 5 ans de travail sont récompensés ce matin-là. Il reste maintenant 2 ans pour préparer ces jeux au mieux. Et Daniel Costantini en profite pour rappeler certains joueurs. Ouais, Daniel Costantini m'appelle, me dit est-ce que ça t'intéresse de revenir en équipe de France? Je lui dis faudra vraiment être con pour dire non, parce que il y a les Jeux Olympiques qui se profilent et que c'est dans 6 mois, et si je peux faire partir de l'aventure, c'est le rêve de tout sportif au monde, je pense, d'un jour aller aux Jeux Olympiques. Et là, vous avez une opportunité qui est quand même avérée, de dire non, ça m'intéresse pas. Personne n'aurait compris, hein. Donc bien évidemment que ça m'intéresse. Le compte à rebours est lancé. Les joueurs se préparent sous les yeux du sélectionneur et chacun fait ses petits calculs. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, nous, on jette la pièce et on est toujours du bon côté, hein. Il faut savoir qu'on sort de nulle part, qu'on est la 30e nation du monde en 88, qu'on va faire un championnat du monde B en 89, on se qualifie, qu'on va faire un mondial A en 90, on se qualifie. Et quand on arrive aux Jeux Olympiques, on est la 9e ou la 10e nation du monde à ce moment-là. Donc pendant la préparation, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bon, on travaille, on bosse, on regarde la poule. Imaginez un peu la poule: l'Espagne chez elle, la Russie, l'Allemagne qu'on n'a pas battue depuis je sais pas combien de temps, les Espagnols depuis 24 ans, des Roumains certes vieillissants, mais des Roumains triple champions du monde, et l'Égypte. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bon, vu la poule, on peut peut-être battre les Roumains et on peut peut-être battre l'Égypte, sûrement l'Égypte, donc ça nous fait 2 victoires, donc on fait 7-8. 7-8, ça veut dire qu'on progresse encore par rapport au mondial A. Voilà. Et on part dans cette optique-là au début de la préparation. Mais entre-temps, dans la préparation, on arrive à gagner en Hongrie contre la Hongrie. Tiens, peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça, et peut-être qu'on a une chance à faire autre chose que 7-8. Et puis on arrive aux Jeux Olympiques, il se passe ce qui se passe au niveau de la frontière, c'est-à-dire que tous les camions de fruits qui remontent d'Espagne sont brûlés à la frontière, que le premier match c'est contre l'Espagne avec le roi dans les tribunes, et que l'Espagne chez elle vise le titre olympique. Et que nous, dans les journaux, on voit ces putains de Français, une formalité, ça fait 24 ans qu'ils nous ont pas battus, ou 23 ans, c'est une formalité, tournons-nous vers l'avenir, occupons-nous de la suite pour être champion olympique, machin. Et on a dit, on va pas se faire marcher dessus, hors de question, ils nous traitent pour des pimpins, et comme il y avait beaucoup d'ego dans cette équipe et de fort caractère, et du coup, on s'est pas fait marcher dessus, et qui plus est, on les a battus le premier match, et on leur a tué leurs Jeux Olympiques, point barre. Et nous, de ce fait d'avoir battu les Espagnols, on s'est dit merde, alors on avait dit 2 victoires, donc on a toujours les 2 victoires face aux Roumains et aux Égyptiens potentiels, mais là, on a battu cela. Putain, si on bat les Allemands, on peut peut-être aller en demi-finale. Et ensuite, on enchaîne, on joue les Russes, c'est ça. On perd de très peu, on perd d'un but, je crois, contre les Russes. On joue effectivement les Allemands, et on bat les Allemands.
Et les Allemands, c'était une référence, je veux dire, mais vraiment une référence dans le handball à cette époque-là. On bat également la Roumanie, qui est encore une grande nation donc dans le monde du handball. Et après, donc, on joue également l'Égypte. Bon, alors l'Égypte c'était autre chose, même si c'est une équipe, donc il fallait faire attention. Voilà, et on gagne donc l'Égypte. Et on se retrouve en demi-finale. Alors on se retrouve en demi-finale contre la Suède et effectivement en demi-finale des Jeux Olympiques. Alors là, on a les yeux grands ouverts, écarquillés et malheureusement pour nous, on est un peu perdu dans ce monde-là à ce moment-là. Que ce soit médiatiquement ou effectivement, on est la seule équipe de sport co aux Jeux Olympiques et la surprise. Qui fait que tous les journalistes et les radios reporters veulent s'arracher l'équipe de France de handball. Donc au fil du temps, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, de plus en plus surprenant. Qu'est-ce que c'est que cette équipe qu'on connaît pas ou qui nous intéressait pas? Et au fil du temps, on commence à grandir et voilà, et on est un peu submergé par tout ça, alors qu'on n'a pas l'habitude. Il faut le reconnaître. Une demi-finale des Jeux Olympiques alors que vous êtes la 10e nation du monde, mais auparavant vous étiez la 30e 4 ans avant. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est joli, ça brille, c'est les Jeux Olympiques. Mais finalement, on est en demi-finale face à une équipe qui elle est déjà 3 ou 4 fois championne d'Europe, qui en est à sa 10e compétition à ce niveau-là. Et nous, c'est notre première. Donc on se pince un peu. Hein. Se dire merde, on est en demi-finale des Jeux Olympiques. Donc le fil du match, on le prend à bras le corps. Mais malheureusement pour nous, on n'a jamais été en mesure de... Alors on les a inquiétés, oui, mais on n'a jamais été en mesure de gagner. On les suit toujours à un ou deux buts, sans jamais pouvoir passer devant. Je pense qu'on a manqué d'expérience à ce moment-là par rapport à l'équipe de Suède, qui était intrinsèquement sûrement plus expérimentée que nous, meilleure, je sais pas, parce qu'on avait quand même peut-être un peu plus de bancs que nous. Mais surtout beaucoup plus expérimentés. Et eux, ils ont su gérer le match que nous, on n'a pas su le gérer. Et voilà, on a toujours été un peu derrière et on sort complètement abattu de cette demi-finale parce qu'on se voyait en finale. Et que c'est difficile quand vous êtes sur un nuage de retomber sur terre, quoi. Et après, on se retrouve donc dans la petite finale pour la place de 3e, la médaille de bronze, où là on tombe contre l'Islande. Où c'était quand même moins compliqué, mais il faut toujours faire attention, c'est comme une finale, voilà. De suite, Daniel, alors son discours je pense, a pas porté tellement on était déçus, mais il nous a dit, les gars, c'est pas la fin du monde, ce qu'on a fait, c'est magnifique et c'est extraordinaire. Maintenant, il reste un match pour aller chercher une médaille, quoi. C'est pas un match pour faire un truc de classement, c'est pour aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, quoi. C'est pas rien. Donc après, sur le coup de la déception, je vais dire le lendemain, on s'est remobilisé un peu entre nous en disant putain, c'est vrai les gars, on a perdu, mais enfin bon, d'où on vient, il y a rien de dramatique, et c'est justement d'où on venait qui nous a fait aller chercher cette médaille en se disant bon, il faut se remobiliser, il reste un match, on va pas tout foutre à la poubelle, il nous reste qu'un match, on a jamais rien gagné, on a toujours aussi faim. Voilà, donc hormis la déception, puisqu'on joue pas tous les jours non plus, on joue tous les 2 jours. Il y a eu un jour de repos entre la demi-finale et la petite finale. Et donc on a dit on va se remobiliser et on va aller la chercher cette médaille. Voilà. Et comme on avait un caractère fort et vraiment un groupe très soudé et très sympa, on s'est tous battus les uns pour les autres avec des états physiques différents. Il y en a qui étaient cuits, il y en a qui étaient blessés, mais on s'est tous battus. Et Daniel a eu un geste fort en sortant, je vais dire tous les vieux entre parenthèses, de Bureau, Médard, Denis Tristan, voilà, n'importe, qui ont pas fait la finale. Voilà, donc nous, le groupe, avec tout ce qu'on avait vécu avec eux et qui nous avait porté à un certain moment, on n'a pas voulu lâcher pour eux et on a été chercher cette médaille. Quand on est parti, on jouait. Quand on a commencé, on jouait dans la cour sur du goudron et aujourd'hui, on joue dans une salle de 17 000 places pleine à craquer et on fait une médaille, on est aux Jeux Olympiques. Fier d'avoir participé et d'avoir parti de cette équipe.
Parce que ça n'a pas toujours été simple, hein, voilà. Hein. Et d'avoir réalisé un objectif commun et d'être allé au bout, parce que on est parti d'un mondial C pour faire 2 mondial B, pour arriver à un A et pour arriver aux Jeux Olympiques. On a une chance quand même un petit peu extraordinaire, parce qu'on est parti du bas pour arriver au plus haut. Et ça, c'est quelque chose dans une vie, dans une carrière, c'est exceptionnel. Si aujourd'hui on n'est pas à l'origine du décollage du handball français, qui l'est? Voilà, en toute modestie, bien évidemment. Mais à partir de quel moment le handball a commencé à grandir? C'est à partir de 1992. Faut pas se voiler la face. On a quand même réussi une médaille à Barcelone et un club en finale à la Coupe d'Europe. Donc quelque part, l'idée n'était pas si nulle que ça, quoi. Voilà. C'est quand même nous qui avons apporté nos premières pierres à l'édifice, si vous voulez. Je veux dire, après, donc ça a suivi. Après, il y a les titres de champion du monde, de champion olympique, etc. Mais en tout cas, moi, pour ma part, parce que je peux parler que pour moi, effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on a contribué, qu'on a apporté, on a apporté ses premières pierres à cet édifice pour qu'aujourd'hui l'équipe de France puisse réaliser ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, bien évidemment, ouais, bien évidemment. Merci à nos pionniers d'avoir participé à cette grande première. Un grand merci également à Atlas Forum pour le générique. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro des Pionniers. Salut!